On dit des entraîneurs que ce sont des hommes de l'ombre. C'est le cas de Daniel Warren, mais plus pour longtemps. On va voir ce qu'il en pense. Ah, Mathieu, file vide, tranquille. Hein. Tu vas écouter ta musique tranquillement, tu vas kiffer là, tu kiffes. Hein. Le calme avant la tempête, Mathieu. C'est ça que tu veux, c'est là, t'es fait pour ça. Tu vis pour ça, Mathieu. Hein. N'oublie pas tous les sacrifices, Mathieu. Mathieu, c'est ton moment, mon gars. C'est ton moment. Allez, on va kiffer là. Kiffe ton moment là. Mathieu, t'as vu, la cage, elle est petite. Hein. Lui, il va vouloir rentrer. C'est pas ton pote. Hein. Concentré, Mathieu. Il va rentrer direct. Daniel, est-ce que tu peux peut-être déjà nous parler un petit peu du combat de ce soir, nous dire voilà, comment est-ce que tu as senti Mathieu? Alors le combat de ce soir, en fait, c'est un combat très important, hein. C'est un combat charnière parce que Mathieu, il faut qu'il prenne absolument cette ceinture. Bon, maintenant, on ne sait pas l'issue du combat, on ne sait jamais. Mathieu est prêt, il est en pleine forme, le cutting s'est bien passé, là il a bien récupéré, j'ai fait un petit réveil musculaire ce matin. Et voilà, maintenant il faut gagner le fight. Il combat contre Alexis Fontes, que je connais, et il a eu l'habitude de s'entraîner avec nous. Un gars très sympa. D'ailleurs, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est il y a un mois chez lui. J'ai même proposé à Mathieu de venir. Ouais. Non, juste pour le fun, quoi. Et en fait, voilà, quoi. Donc, Mathieu, ça fait 7 mois qu'il n'a pas combattu. Donc, ça fait beaucoup. Donc, j'espère qu'il va faire un bon fight. Mais là, il est prêt. Hein. C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Il mérite. J'espère qu'il va aller très haut dans les MMA, quoi. Et lui, ce mec, Alexis Fontes, justement, il est sur, il a 7 combats, 2 défaites par KO, donc on voit qu'il a un menton fragile. Il a 5 victoires par soumission. Mathieu, lui, on sait que c'est un gros KO'teur. Comment tu vois la chose, justement, d'un point de vue du combat? Est-ce que toi, tu donnes comme consigne à Mathieu, justement, de taper fort d'entrée? Comment tu gères le truc avec lui? Non, l'idée, déjà, c'est un 5x5, donc il ne faut pas non plus cramer son jeu dès le début. L'idée, c'est de le contrôler à distance, hein, bien sûr, travailler plus du côté striking de Mathieu, mais Mathieu, il a une bonne défense de lutte. Parce que le problème, tu peux avoir des soumissions comme Alexis, mais il faut pouvoir mettre le gars au sol. La problématique, c'est que le combat, il commence debout, donc déjà, il faut déjà essayer de toucher le gars, se rapprocher pour le mettre au sol. Donc, non, l'idée, nous, c'est de rester à la longue distance, le travailler. De toute façon, il est prêt dans tous les domaines. Par contre, il y a là où ça peut aider Alexis, c'est la taille de la cage. Parce que la taille de la cage, elle est petite quand même de l'hexagone MMA, donc ça va l'aider pour pouvoir se rapprocher. Parce que plus la cage est grande, plus c'est compliqué pour le gars qui veut aller en grappling de se rapprocher. Parce que comme il y a beaucoup d'espace, et Mathieu a des très bons déplacements et il utilise bien son allonge, il complique tous les combattants. Mais quand elle est petite, le gars se rapproche rapidement, se retrouve rapidement contre la cage. Et de la cage, généralement, le gars essaye de mettre le gars au sol. Mais toi, ça... tu le sens capable, justement, Mathieu, d'aller au sol avec lui? Ah oui, bien sûr. Ouais. Mathieu, il est très solide. Non, là, il a tourné avec Tim Kennedy, un ancien de l'UFC. Même Tim Kennedy l'a trouvé très fort en grappling. Hein. C'est du MMA. Hein. C'est pas du grappling pur. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'un combat, ça reste un combat et tout est possible. C'est pas parce qu'Alexis soumet, il peut mettre aussi KO Alexis. Je veux dire, non, on se prépare à tout. Le combat, on le prend vraiment au sérieux. Tous les combats, on le prend au sérieux. Hein. C'est pas de la rigolade. Il y a 2 gars dans la cage, chacun a sa chance de gagner. Hein. Et toi, justement, Daniel, en plus, tu es un entraîneur où, quand on regarde les reportages sur Alexis Boiron, on voit que tu n'es pas un coach, même si tu as une connaissance technique extrêmement fine, tu n'aimes pas intellectualiser trop les combats en amont. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de faire des mathématiques. Est-ce que tu dis justement, tu rappelles toujours à tes combattants, et à Mathieu en l'occurrence, de l'intérêt justement voilà, de rentrer dans le gars? Est-ce que tu lui dis un peu genre, ou est-ce que tu es sur une stratégie avec lui
un peu plus de retenue où tu dis voilà, c'est un synchrone, fais attention, ou malgré tout, voilà, il faut rentrer dans l'art Non, on est dans la retenue, c'est sûr, mais non, il faut que ça soit violent. Ouais. Non, 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 faut faire mal. Il Ouais. faut faire mal d'entrée. Faut faire mal d'entrée. Ça ne veut pas dire que tu fais mal d'entrée, que tu es tout de suite dans le combat de rue. Mais il faut faire mal. Il faut mettre des coups qui font mal, des coups de coude, des coups non, vraiment. Il faut être agressif. Non, non, on y va pour faire mal. Ouais. C'est pas... Parce que ça reste du MMA. Donc avec les petits gants, on peut terminer le combat très rapidement. Mathieu, il a énormément de techniques, on va dire, létales. Donc non, non, on y va pour la destruction. Notre team, c'est ça, en fait. Hein. C'est agressif. Parce qu'en fait, il faut être agressif en MMA. Les gants, c'est des petits gants. Je veux dire, on n'est pas là pour faire du touche-épaule, je le dis à chaque fois. Souvent, c'est des opportunités. Sur un enchaînement agressif, tu arrives à terminer le gars, des fois. Tu vois, donc non, non. Ça va être du solide. Tu lui dis du coup d'agir à l'instant. Non, je le conditionne, c'est sûr, mais toujours, attention, c'est de l'agressivité, mais toujours dans la technique. C'est-à-dire qu'on va combiner la technique et l'agressivité. Travail de déplacement, mais quand on rentre dans la distance de combat, c'est pour faire mal. Exemple, par exemple, s'il est à la longue distance, il est on va dire, hors distance d'attaque, c'est-à-dire qu'il arrive à se déplacer tranquillement, mais à partir du moment qu'il rentre dans la distance du combattant, c'est pour mettre des coups puissants. Hein. Pas tout le temps puissants, mais je veux dire pour faire mal, quoi. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné, je sais pas, qu'il se blesse, qu'il aille un peu, qu'il soit un peu trop bourrin, tu vois, à l'entraînement, ou tu sens que c'est un mec qui maintenant commence à mieux gérer la chose? Comment tu vois ça? Ben, en fait, la difficulté, c'est que tous les combattants, ils sont un peu bourrins, puis des fois, ça ne dépend pas du combattant. Ouais. Ça dépend aussi du gars avec qui il tourne. Parce qu'en fait, comme je dis, plus tu t'entraînes, plus ta probabilité de te blesser, elle est élevée. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, j'aime bien que les combattants combattent régulièrement, pour pas que justement, il y ait un temps d'entraînement trop long. Parce que voilà, tu t'entraînes 4 mois, tu es sûr qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il y a de la lutte, surtout les phases de lutte, hein, tout ce qui est phase de lutte, grappling. Mais le pire, je dirais, c'est la lutte. Là, vraiment, on peut se faire des chevilles, des genoux. Et là, c'est des blessures qui traînent pendant je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, Mathieu était prévu pour combattre pour le titre bien avant. Et suite à un entraînement un peu dur à Bayonne, en fin d'entraînement, il est tombé, un collègue est tombé sur le coude. Et voilà, il s'est blessé au niveau du coude. Ça, la blessure, malheureusement, on ne peut pas gérer. On essaye de faire au mieux, mais des fois, ça arrive, la fatigue, un mauvais coup, ça peut arriver. Mais toi, Daniel, dans tes entraînements, je sais que tu aimes bien justement ne pas surentraîner tes combattants. Tu penses parfois que justement c'est plus utile d'entraîner sur des thèmes spécifiques sur un temps relativement court, ou est-ce que tu penses parfois voilà, vaut mieux que les mecs prennent en cardio, etc. C'est quoi ta perception de l'entraînement? En fait, moi je travaille, c'est un travail, comment on va dire, c'est un peu décomposé, c'est comme un peu, je ne sais pas ce qu'on fait de la natation, on appelle ça travail dissocié. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait pas mal de natation, parce que j'ai passé un diplôme à l'époque qui s'appelait le BNSSA, et donc moi j'étais novice, et j'ai vu comment ils travaillaient. Ils travaillaient le haut du corps, après le bas du corps, et après ils faisaient des combinaisons. Mais moi je fais un peu pareil, c'est compartimenté. C'est-à-dire qu'on va faire des phases de strike, des phases de lutte, des phases... Et ça permet de corriger plus facilement, parce que comme ce n'est pas général, c'est plus sur un domaine, on arrive à voir plus les défauts. Et après, je mixte, tu vois. Bon, j'ai changé ma méthode de travail, attention avec le temps, parce qu'avant, je mettais en place je me rappelle aux États-Unis, même au Brésil, des sparring très durs. Mais en fait, ça ne sert à rien, il y avait des chaos, les gars se blessent. J'ai même vu un mec à pleurer. Hein. Un mec a pleuré, il a jeté des gants et tout aux États-Unis, ouais, il nous a insultés et tout. Ouais, c'est vrai que c'était un peu dur, moi il s'est fait allumer, tu vois, mais je le comprends, tu vois. Et c'est vrai qu'avec le temps, on change. Et maintenant, j'ai changé ma manière de travailler, qui est dure quand même, mais comme elle est compartimentée, tu le sens moins. Quoi, tu crois que tu le sens moins, mais en fait, tu progresses quand même et tu te retrouves avec un cardio général. Parce qu'en fait, tu travailles tous les aspects du MMA, donc ton cardio il est au top. Et ça permet justement, surtout les phases de lutte, où je fais du très court, de ne pas se blesser. Quoi, du moins de limiter les dégâts, on va dire. Et tes sportifs en général, des mecs comme Mathieu, de toute façon, des mecs qui ont des cardio... je veux dire, ils ont une pratique tellement régulière du sport, c'est des gars en réalité, je veux dire, il est toujours en condition, non? Et tu sens que c'est un mec parfois qui voilà, il fait des yo-yo de poids, des trucs ou Oui, les yo-yo de poids, ça peut arriver, mais par contre, il faut être tout le temps entraîné. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un athlète... Les combats, ce n'est pas régulier. Mais en fait, le gars, il faut qu'il soit tout le temps entraîné, mais pas à fond. Il faut qu'il ait toujours une base d'entraînement. Et quand on arrive près du camp, on force un peu plus. Parce que si le gars ne s'entraîne pas, c'est très compliqué. Si tu arrives dans les phases les plus dures après du camp d'entraînement, généralement, il se blesse. Parce qu'il n'a pas fait au préalable une préparation. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu avais fait du foot avant, on disait, ouais, il faut faire le décrassage de l'année et tout, on va courir. Parce qu'il te faut une base physique. Et après, tu rentres dans le dur. Ben, c'est pareil un peu. C'est une sorte, un peu comme, regarde, je vais te donner un exemple. Avant de combattre, tu t'échauffes.
Tu ne vas pas combattre directement, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près pareil. Là, c'est une sorte de préparation à ce qui arrive derrière. Mais pour ça, il faut être entraîné toute l'année. Ouais. C'est très compliqué de remettre la machine en route, surtout sur des prépas hardcore. Bah oui, parce que tu forces d'un coup, C'est claquage, sûr, le corps, il va te le rendre directement. Évidemment, évidemment. Et pour revenir un petit peu sur Mathieu, justement, là, il va potentiellement prendre la ceinture ce soir à l'Hexagone. Je sais que c'est toujours compliqué de parler de l'avenir et tout, mais est-ce que tu penses, toi, au-delà du combat de ce soir, que c'est un combattant avec lequel tu penses que tu peux l'amener très loin vers d'autres orgas, évidemment l'UFC, le PFL, etc. Est-ce que tu penses que lui en a envie ou c'est un mec qui se dit je suis heureux d'avoir une carrière en France, ou tu penses que c'est un gars vraiment pour le coup avec qui tu peux aller extrêmement loin? Non, j'ai déjà parlé avec lui. Non, lui, il va aller très haut. L'objectif, c'est d'aller très haut. Bien sûr, là, on se concentre sur ce fight parce qu'il faut passer ce fight. Hein. C'est une étape importante, mais on vise le plus haut possible. Hein. Et je pense que c'est un gars qui mérite parce qu'il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est un mec quand même qui met sa vie en stand-by pour pouvoir faire du MMA. Et on sait très bien que le MMA, c'est pas un sport qui paye énormément, surtout au début. Hein. Donc, il a quand même une vie assez décousue. Il met son intégrité physique en avant, donc c'est quand même dur. Il mérite. Je pense que c'est un gars, j'aimerais le voir briller dans les plus gros orgas. Et je pense qu'il a le potentiel parce qu'il a la taille, c'est un gars qui s'entraîne dur, il a le mental, il est très technique, il tape fort, il est agressif. Je pense qu'il a tous les ingrédients, mais c'est pas pour ça qu'on va y arriver. Faut se mettre un truc dans la tête, le MMA, ça va vite, tout peut se passer, donc on y va par étapes. C'est pour ça que je me concentre par fight. Je ne fais pas de prédiction, parce que l'avenir, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Mais est-ce que tu crois, toi Daniel, justement, que à ces niveaux-là, moi c'est une question personnellement que je me pose, un peu comme au foot, où tu sais, il y a des mecs qui te disent, en fait, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, les mecs ont à peu près les mêmes niveaux, et c'est surtout mentalement que ça se joue, où tu as des mecs qui ont une sorte de supplément d'âme. Est-ce que tu penses déjà qu'un mec comme Mathieu, justement, a le niveau technique pour l'UFC? Et est-ce que le fait de pouvoir poursuivre sa carrière dans d'autres organes, enfin ça peut être l'UFC ou d'autres, ça se joue vraiment sur le mental ou sur la psychologie de ton combattant? Super important la psychologie. C'est-à-dire que la psychologie, c'est un tout en fait. Pour être bien mentalement, il faut être bien physiquement. Mais tu sais très bien que c'est la tête qui contrôle tout. Hein. Tu as vu, quand tu as une douleur quelque part, quand tu commences à penser à la douleur, tu as tout le temps mal. En fait, c'est le mental. Et le mental vient justement avec une bonne préparation, avec une bonne stratégie. Tout est un ensemble. Mais c'est sûr qu'il y en a que mentalement, ils sont plus forts naturellement. Il y a des combattants de la salle et il y a les combattants du combat même. Parce qu'il y en a qui sont très forts à la salle. Quand ils arrivent devant un public, une pression, ils perdent leurs moyens, ils n'arrivent pas à développer. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire quand Mathieu va commencer à monter vraiment un échelon. Je prends par exemple l'exemple de Benoît. Benoît, il est vraiment fait pour ça. Parce que Benoît, on voit qu'il a un mental vraiment très dur. On le voit par rapport au combat qu'il a fait, par exemple, à New York. Il arrive en terrain hostile, face à un Américain, il y a Donald Trump, il y a tout. Et le mec, il arrive à faire abstraction de tout ça et mettre KO le gars. Parce que déjà, ce n'est pas le mouvement en soi, c'est tout ce qui est avant. Pouvoir faire abstraction de tout ça et arriver avec pleine possession de ses moyens dans le fight. Et ça, c'est super dur. Et Mathieu, il commence à avoir un mental solide. Au début, c'était plus compliqué. J'avais eu une discussion avec lui, je lui ai mis un peu de pression. Et là, maintenant, il écoute. En fait, il ne cherche pas à comprendre, il y va. Parce qu'il sait très bien que quand il va combattre un gars, je ne vais pas l'envoyer à l'abattoir. C'est-à-dire que je sais qu'il a le niveau pour le battre. Et je sais que c'est équilibré. Je ne vais jamais mettre mes combattants dans des situations où il y a un risque. Vraiment, où il y a vraiment une différence de niveau. Ça, je ne le fais pas. Un peu comme Romain. Romain aussi, il a un bon mental de fight. Mais Mathieu, du coup, tu penses que techniquement, il y a encore une marge de progression où tu te dis peut-être que c'est un mec il a atteint son plein potentiel et du coup, ça se joue vraiment sur le mental, ou malgré tout, tu sens quand tu l'entraînes encore aujourd'hui que il y a encore des choses à apprendre? Non, il y a toujours une marge de progression. Hein. Des fois, c'est pas sur le côté technique, c'est sur autre chose, sur l'écoute, parce que des fois, on oublie, mais l'écoute, c'est important. Dans la cage, il faut écouter ce que te dit le coin. Je pense que sur l'écoute, il faut qu'il apprenne un peu plus, que des fois, mais ça va mieux, il s'améliore. C'était un de ses gros défauts. Il avait un problème d'écoute dans le fight. Hein, et donc là, maintenant, ça s'améliore. Et non, il y a une marge de progression. Maintenant, il faut le mettre dans des gros shows pour voir comment il va réagir. Quand tu parles de ça, justement, dans la cage, c'était quoi? C'est genre, il écoute pas ce que tu lui dis? Pourquoi? Parce que il était trop dans son fight, justement, il avait trop envie de défoncer le mec, c'était quoi? Oui, en fait, il n'entend pas, quoi. Il me l'avait déjà dit qu'il avait du mal déjà à l'époque, et là, ça va mieux. Des fois, parce que nous, on est le troisième œil, il y a des choses qu'on voit que lui ne voit pas.
Quand tu es dans le fight, des fois, quand tu es une espèce de tunnel, tu vois pas ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est dur. Ça, c'est avec le temps, avec beaucoup de combats que tu arrives à faire abstraction et avoir une bonne écoute. Moi, je me rappelle en tant que combattant, c'était pareil. Quand j'ai commencé, tu y vas comme un bourrin, tu n'entends rien, la foule, tu es un peu. Avec le temps, tu arrives à être lucide, à écouter ce qu'on te dit, clairement, tu vois, même à écouter le coin d'en face. Et ça, par exemple, avec Benoît, tu as senti une progression par rapport à ça? Ben Benoît aussi. Benoît, au début, c'était pareil. Il écoutait pas trop, il écoutait sans écouter. C'est normal, quand tu commences, tu es un peu perdu, l'adrénaline. Avec le temps, tu deviens plus lucide et tu entends ton coin. Alors, Benoît, c'est encore autre chose, parce qu'il y a beaucoup de public qui crie, c'est encore plus compliqué de passer l'information, quoi. Comment est-ce que tu perçois Mathieu dans ton équipe? Parce que de ce qu'il en ressort, tu vois, des images, tu as l'impression que Mathieu, c'est vraiment genre une sorte de lieutenant pour toi, où il cadre un peu. J'ai l'impression que c'est un mec très mature, qui arrive à cadrer même les autres combattants, notamment Romain, tu vois, ou genre, qui est brillant, excellent, etc. Mais justement, il sert un peu de tampon entre toi, peut-être, et tes combattants. Comment tu vois la chose, justement, son rôle dans l'équipe? Ben, c'est un rôle important, hein. Mathieu, c'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Quand on va au combat, il est là, surtout avec Romain. Il vient m'aider pour le cutting, même aussi pour le coin, même pour Benoît. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est sympa, tu vois. Il met toujours la main à la pâte. Il est toujours prêt à rendre service. Et même quand je suis pas là, il reprend les entraînements. Il appelle les gars pour venir s'entraîner. Non, non, il est de ce côté-là. C'est vrai que non, c'est une pièce très importante. Et puis je l'ai depuis le début, hein, au même titre qu'il a commencé ses premiers combats professionnels avec moi. Romain, non, il avait déjà eu une carrière avant, ouais, non, c'est quelqu'un de très important. Ouais. Puis il est sympa, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand par exemple on se délocalise, on va à Bayonne, souvent on prend le même Airbnb, parce qu'on se connaît bien, donc ouais, c'est un mec sympa. D'ailleurs c'est pour ça que je viens pour lui, hein. Là j'ai fait le tour du monde pour arriver au combat. Là. Je viens de Bulgarie, voilà quoi, je fais l'effort parce que bon, il faut que je sois là, c'est mon combattant et ça me fait plaisir et j'ai envie qu'il brille. Est-ce que tu vois en lui peut-être une future carrière de coach? Parce que moi, tu vois, quand je l'entends parler, etc., je vois que c'est un mec justement qui est très posé, il a l'air encore une fois très mature, il est intelligent en plus de ça, je vois que c'est un mec qui a une certaine culture et tout. Est-ce que tu te dis parfois, genre quand tu as des combattants comme lui, tu te dis putain, il y a peut-être un truc à faire et le mec, après sa carrière, évidemment, il aura certainement une grande carrière et on lui souhaite, mais est-ce que tu te dis, genre ouais, ce mec-là, il pourrait prendre peut-être le relais de la team Voiron? Bah, c'est possible, hein, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais bon, après, une carrière de coach, c'est ouais, c'est pire que la carrière de combattant, je crois. Hein. Voilà, c'est beaucoup de. Je sais pas, c'est assez complexe. C'est-à-dire que surtout dans le MMA, c'est pas un sport. T'es pas coach de football. Tu vas pas avoir un salaire mensuel. C'est-à-dire que c'est. Voilà, pour être coach, c'est beaucoup d'investissement. Pour un retour. Le retour, c'est pas terrible, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais bon, là, on va se concentrer sur sa carrière de combattant. Et c'est pas parce que là, il organise qu'il il peut être prêt à coacher. Ouais, pourquoi tu penses qu'il y a une différence entre Bah ça? ouais, après rentrer dans le dur du coach, vraiment c'est déjà faut être altruiste parce que franchement tu donnes beaucoup hein, et tu reçois pas beaucoup, tu vois. Mais bon après c'est un choix. On va dire tu reçois si avec les victoires, mais à un moment il faut payer les factures. Il y a un moment il y a il y a l'argent. Hein. C'est bah oui, il y a toujours le même problème. Hein. Je veux dire, le nerf de la guerre. Il y a la meuf à gérer. Exactement, tu as une famille nombreuse, il faut payer les factures. C'est ça, Tu vois, tu as envie évidemment. de te faire plaisir, un petit voyage à droite à gauche. Parce que coach, tu es l'homme de l'ombre. Hein. Tu es vraiment l'homme de l'ombre. Hein. Ça, on va y revenir après justement. Mais est-ce que tu peux nous raconter, bah, du coup, question simple, mais comment vous êtes rencontrés avec Mathieu, un peu comment c'est passé au départ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, bah ouais, ce mec a un potentiel, raconte-nous un peu. Bah, alors Mathieu, je l'ai rencontré au Venom, il est venu s'inscrire. Voilà, je ne sais pas s'il voulait s'entraîner avec moi, je ne sais pas s'il avait entendu parler de moi, je ne me rappelle plus trop là, de ce détail, mais il est venu. J'ai vu qu'il y a un potentiel parce que j'ai vu qu'il était grand, athlétique, donc je me dis déjà il y a un potentiel. Parce que dans les KT, tu vois que dans les KT de MMA, il n'y a pas beaucoup de poids lourds, de mi-lourds. Ces KT-là, si tu as un gars qui est solide, qui est bien physiquement, qui est agressif, tu peux aller loin très, très rapidement. C'est un peu comme les catégories féminines. Si tu as une fille qui est très agressive, très forte, tu vas aller loin très rapidement. Comme un poids lourd. Les KT de Benoît, c'est plus compliqué, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc là, déjà, j'ai vu qu'il avait une gestuelle qui était pas mal. Je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Au début, j'avais du mal à le faire combattre, il refusait beaucoup de combats. Et à un moment, je lui ai mis un coup de pression, quoi. Je lui ai dit, écoute, si tu veux pas combattre, on va voir si j'y suis, quoi. Moi, je vais pas me prendre la tête avec toi pendant 10 il ans. refusait de combattre, c'est quoi? Manque de confiance. En fait, il croyait toujours que le mec était meilleur que lui. Et une fois, ce qui s'est passé, c'était marrant, il devait prendre un gars en République tchèque à l'Octagone MMA, un mec solide, un mec qui vient du Glory, qui mettait KO tout le monde, et on a proposé Mathieu. Et Mathieu me dit non, 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 il est trop fort, non, 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 non. Et moi, je me suis énervé, j'ai poussé une gueulante, j'ai dit tu me saoules. Hein. Tu vois, va faire de la danse, va faire ce que tu veux, mais lâche-moi. T'es un combattant ou t'es pas un combattant? Moi, je te dis que t'as le niveau, je suis ton coach. Et si tu m'écoutes pas, vas-y,
va faire autre chose. Je ne t'oblige pas à combattre. Tu me demandes, je trouve des combats. Moi, je te dis que tu as le potentiel de le battre. Et à force, il a accepté. Donc, il accepte et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces gars, au début, ils ont accepté. Après, ils ont refusé Mathieu. Parce qu'ils ont vu le danger en Mathieu. Et ils ont vu le danger que Mathieu représentait pour leurs combattants. Et là, ça a été très bien parce que je lui ai dit, t'as vu le gars là? Eh ben, il s'est chié dessus. Tu vois, donc arrête de te sous-estimer. Parce qu'en fait, des fois, c'est mental. Tu sais, tout le monde. Moi, le premier, dans ma vie, je me suis toujours sous-estimé parce que je ne suis pas un mec qui a étudié. Je suis sorti de l'école très tôt. Donc, on se sous-estime. On se rabaisse. On croit toujours que c'est l'autre qui est meilleur. Mais mon ami, non. L'autre, c'est un être humain, tu vois, comme un autre. Mais ça, t'as senti, toi, un déclic chez lui, justement, à un Oui, moment oui. donné, au bout d'un moment, quand tu continuais justement à lui dire, genre, crois en toi, etc. Bah oui. Tu t'es dit, putain, genre, et là, maintenant, tu sens, par exemple, qu'il serait prêt à affronter n'importe Oui, qui. il est chaud. Qui, mais je veux dire, des mecs Oui, que bien tu- sûr. Ouais. que Parce t'estimais que être, après sa défaite au Bellator, un combat qui dominait, hein, mais pareil, problème d'écoute, il est parti un peu en vrille. Et je lui ai mis un mec super dur, un Géorgien en Allemagne, un mec très solide. Je crois que c'est le mec le plus solide qu'il a pris. Et ben, il l'a mis KO. Il l'a mis KO et c'était un combat très dur. Hein. Il a été touché et tout. Et il revenait d'une défaite. Et là, il s'est surpassé. Et là, mentalement, ça l'a fait passer un cap. C'est lui montrer, voilà, tu vois, il ne faut pas sous-estimer, tu es un mec solide. Alors que le gars qu'il avait pris était beaucoup plus solide que le gars du Bellator. Et c'est quoi vos rapports personnels? Toi, Daniel, par exemple, est-ce que, genre, chez tes combattants, ça t'arrive, tu vois, de les voir en dehors du travail? Et est-ce qu'il y a des relations parfois, pas intimes, mais personnelles, tu vois? Oui, ouais, ça peut arriver, mais bon, je les vois tellement, les combattants, que non, même pas. Tu peux Quoi. plus les voir Ouais. dehors. Ouais, voilà, t'as vu, vas-y, Puis, c'est bon, on va pas passer autre chose à faire. Ouais. Là. J'ai mon planning, il est. Mais bon, si on va manger ensemble, oui, pourquoi pas. Des fois, on est sortis de l'entraînement, on a été manger chez Ibra, là, son burger Wall, il m'appelle, des fois, vient Daniel et tout. Mais bon, c'est déjà que j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, je le vois tout le temps, là, à Bayonne, on est tout le temps ensemble. Mais vous avez cette relation parfois, tu vois, où genre, les mecs se confient à toi. Oui, il m'appelle, s'il y a un problème, il m'appelle, j'essaye Et de genre les aider. personnel, tu vois, genre je sais pas, est-ce que parfois t'as des combattants qui t'appellent, genre parce qu'ils ont des histoires avec leur meuf et ils te disent, putain Daniel, genre je suis pas bien, je suis triste, je suis truc. Tu vois. Non, c'est pas arrivé, mais si ça arrive, moi je suis toujours là, je suis plus vieux qu'eux, hein. Je peux les aider, je peux essayer de, bien sûr. Ça est arrivé j'ai eu des combattants hein, dans ma vie où ils avaient des problèmes. C'est moi qui les conseillais même au niveau investissement, quand ils faisaient de la thune, ils disaient achète un petit appartement, fais un emprunt, et tu vois ce que je veux dire. J'essaye ils écoutent pas tout le temps, tu vois, j'essaie de les conseiller, un peu comme un père. C'est normal, non, je suis toujours là pour, s'il y a un souci, pour essayer d'aider. Ouais, parce que moi c'est ça ce que je me dis, c'est qu'au final ces combattants, sachant que c'est un métier à plein temps, tu vois, c'est pas des mecs qui passent une heure avec toi Oui. le mercredi après-midi. Et du coup, il doit y avoir forcément, tu vois, cette relation un peu paternelle qui se crée. Non, mais c'est clair. Mais par contre, attention, moi, il y a un truc qui est curieux, c'est que je suis très sympa, très ouvert, mais quand c'est fini, je trace, tu ne me revois plus. Hein. C'est-à-dire que je trace mon chemin, j'ai toujours fait ça dans ma vie. C'est-à-dire que je suis de passage. Mais je laisse mon empreinte. Mais par contre, ouais, je suis toujours là, prêt à les aider, quoi qu'il arrive. Non, il y a un côté, c'est normal. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup de combattants. Parce que c'est beaucoup d'énergie. Tu comprends? C'est-à-dire quand le mec il t'appelle tout le temps, il veut des. Et attends, un moment aussi, l'ami, je suis pas Mère Teresa déjà, tu vois. Moi aussi j'ai une famille, tu vois. Non, mais, il y a un moment. Mais c'est fatigant, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de gars. Parce qu'ils t'appellent tout le temps, tu vois. Ouais, voilà, quand ils sont malades, j'essaie de les conseiller, prends ça, fais ça, va te reposer, là je t'ai senti fatigué. Non, c'est un truc, c'est pas que l'entraînement hein, en soi. Hein. En fait, c'est beaucoup de choses. C'est toute leur vie en fait, tu vois. Mais tu t'attaches pas parce que tu te dis, genre, je sais que c'est un métier où, genre, t'es souvent déçu aussi par les combattants. Ah bah oui. Parce que les mecs, voilà, Ah encore une ouais. fois, c'est des sportifs, ils ont une quête de gloire. Et les mecs parfois se disent, bah, genre, ils se servent du coach comme un outil, c'est-à-dire pour atteindre leurs objectifs. Exactement, c'est ça. Donc, Mais toi, du coup, tu essayes de justement de te baquer avec ce truc de te dire, je suis de passage parce que je suis leur coach, malgré tout, je suis pas leur père. Et est-ce que c'est par rapport à ça, justement? Est-ce que tu fais ça mais parce que tu as exactement. peur d'être déçu? Non, c'est pas que j'ai peur d'être déçu, c'est que je sais très bien comment fonctionne l'être humain. Déjà, dans ta propre famille, déjà, des fois, tu es déçu. Alors, t'imagines quand c'est des personnes extérieures. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu coupes. Moi, je coupe tout. Hein. Je fais pas de sentiments parce que souvent, tu es déçu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais monter les gars et après, tu ne te calcules pas. Quand ils arrivent au top, en fait, ils ont oublié que tu les as aidés. Et ça, c'est vrai que c'est dur. C'est pour ça que des fois, j'ai un discours un peu cru. Et non, moi, je continue mon chemin. Qui même me suivent. Hein. Si le mec n'est pas content, il va voir là-bas. Si j'y suis, je ne vais pas me prendre la tête, en fait. Et toi, Daniel, on en parlait justement tout à l'heure.
Là, hier, tu étais en Bulgarie, aujourd'hui, tu es en Bourgogne, demain, tu seras sûrement à Miami. Comment tu vis, toi, cette évolution, justement, d'un point de vue sportif, mais surtout personnel? Tu vois, il y a une question aussi qui me trotte, c'est-à-dire que, genre, pendant longtemps, nous, on estime que tu n'as pas eu la reconnaissance méritée par rapport au palmarès que tu as. C'est-à-dire que tu es le coach français en soi le plus titré, celui qui a eu la plus belle carrière de coach de MMA, c'est indiscutable. Comment tu vis la chose aujourd'hui? Et est-ce que tu te dis pas, putain, genre en fait, il va y avoir un effet inverse, c'est-à-dire que je vais être très reconnu, ça va aussi me poser problème le fait que les gens voilà, me reconnaissent dans la rue. Parce qu'au final, il n'y a jamais de juste milieu, tu vois, dans ces trucs. Ben exactement, franchement, tu as raison. En fait, nul n'est prophète en son pays. Et la France, c'est assez particulier. Ma femme est brésilienne. Quand je suis rentré en France, elle s'est dit, putain, ça va être tapis rouge. Et elle a été étonnée, justement, comment j'ai été reçu. Moi, je pense parce qu'il y a une frustration des Français. Je pense aussi qu'il y a beaucoup, en fait, ce que je remarque, bon, avec du recul, en fait, ceux qui contrôlent, en fait, c'est les médiocres. En groupe, ils sont forts, en fait. C'est-à-dire que, en fait, s'ils veulent pas la reconnaissance, je veux rien d'eux. Hein. Moi, ils m'intéressent pas. Ce que je veux dire par là, tu peux. Mais la vérité, elle arrive toujours. C'est long, il faut être guerrier, mais j'ai toujours vécu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, c'est ceux qui parlent le plus, qui se font le plus écouter, en fait. Tu le vois, on voit plein de mythos sur YouTube, ils sortent des trucs qui sont suivis par je sais pas combien de personnes. C'est des trucs incroyables. Le mec, il dit que de la merde, mais quelque part, parce qu'il développe quelque chose. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas développé ce côté-là. C'est-à-dire que moi, j'ai développé le côté sportif, mais le côté à me vendre comme ça, je ne sais pas le faire. C'est un truc, je ne suis pas bon, même en business. C'est-à-dire que je fais mes petits business, mais je veux dire, je ne sais pas bien me vendre. Alors qu'il y en a qui sont très forts. Chacun son truc. Tu sais, quand tu es faible d'un côté, tu renforces de l'autre, tu vois. Et en fait, cette reconnaissance, c'est vrai que j'ai eu... ça m'a beaucoup vexé parce qu'on m'a beaucoup, en fait... C'est pas qu'on ne m'a pas reconnu, c'est qu'on a ignoré ce que j'ai fait. Alors ce que j'ai fait, personne ne l'a fait, c'est impossible. J'ai une carrière dans le MMA, laisse tomber. Je ne me rappelle même plus qui j'ai entraîné pour te dire. Et par contre, tu as raison. C'est-à-dire que maintenant, c'est des faits contraires. Et ça peut être dérangeant, parce que moi déjà je connais le mauvais œil, déjà le fait de voir sa tête tout le temps et tout, ça me dérange. Il faut le faire parce que c'est important aussi qu'il y ait de la visibilité, mais c'est dur de trouver le juste milieu. Et pareil, être connu c'est sympa, mais pas trop non plus. J'ai pas envie qu'on fouille dans ma vie, je sais pas comment t'expliquer ça. Des fois ça peut être dérangeant, c'est vrai. Mais surtout c'est ce que tu me disais que voilà, le métier de coach, le coach c'est un homme de l'ombre. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'on peut être un grand coach en étant, pas forcément aussi connu, mais en étant très médiatisé, presque à la hauteur de ton combattant? Non, je pense que c'est pas bon. Le combattant, c'est lui qui va dans la cage. Toi, le gars, il va se taper quand même. Hein. Attention, c'est un sport qui est très dur. Il a le mérite d'aller... moi, je respecte les gars qui vont, même s'ils perdent, je respecte le gars qui arrive dans la cage et qui va se taper face à un gars. Je te dis, il met son intégrité physique en jeu. Et moi, j'ai été combattant de boxe taille. La boxe taille, c'est très dur. J'y ai laissé un tibia, j'ai pris des KO, j'ai eu le nez pété. C'est dur quand tu es face à un gars, ça se tape. Donc déjà, il faut être courageux. Mais donc, c'est à eux qu'appartient la lumière. Après, le coach, c'est intéressant que le coach ait de la lumière pour justement pouvoir faire de l'argent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tout est une, en fait. Le fait que tu sois plus connu, tu fais des stages, tu peux avoir des sponsors. Moi, je le vois par rapport à ça. Moi, je me rappelle ce que me disaient les combattants. Au début, quand j'étais au Brésil, quand j'ai commencé, j'ai entraîné des stars. Pas tout de suite, mais quand j'ai commencé à entraîner des stars, ils me demandaient de voyager avec. Ouais, Daniel, tu viens avec nos combats. Ça ne m'intéressait pas. Je dis, j'ai pas envie d'aller, moi. Je restais avec ma famille, je t'entraînais. Vas-y, sauf qu'après, à un moment, ils m'ont mis la pression. Ouais, on a besoin de toi dans le coin. Donc, en plus du Brésil, t'imagines. Quand tu vas combattre au Japon, c'est 24 heures. Hein. C'est 2 longs courriers. Je l'ai fait 3 fois déjà. Le tour du monde, et tu te prends des longs courriers, des jets dans la tête éclatés. Et donc, je l'ai fait. Mais après, il me disait, parce que les combattants, ils ne parlent pas de toi. Tu vois. Maintenant, ils parlent de moi. Pourquoi ils parlent de moi? Parce que moi, j'ai une notoriété. En fait, c'est pour eux, le fait de parler de moi, c'est bon pour eux. Tu comprends? Alors qu'avant, non, tu vois. Et ils me disaient, les combattants, Daniel, nous, on ne parle pas de toi, mais toi, parle que tu nous entraînes. C'est à toi de dire. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à prendre des photos. Bon, ça a mis du temps, tu vois, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait rien. Hein. Il y avait pas, moi, à l'époque où j'entraînais Anderson, il n'y avait pas d'iPhone encore, pour te situer. Donc, c'était dur d'avoir des images. Maintenant, bon, tu as un peu de tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est à toi de te vendre. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Parce que ce qui est important, c'est la victoire. Donc, ce qui est important, c'est l'entraînement. Donc, tu peux pas concentrer sur tout en même temps. C'est pour ça que tu vois un entraîneur qui a plusieurs casquettes, généralement, il va faire un peu de la merde. C'est comme un généraliste. Tu sais, un médecin généraliste, c'est généraliste.
Le spécialiste est toujours meilleur. Eh ben, c'est pareil, l'entraîneur, il ne peut pas être généraliste. Avant, les entraîneurs étaient généralistes, surtout dans les associations. Ils faisaient un peu de tout, la prépa physique, un peu. Mais maintenant, non, il faut vraiment se concentrer sur ce que tu sais faire. Je reprends par exemple le manager. J'étais avec un manager exceptionnel, qui est Guillaume Pelletier. Lui, quand je suis venu à Vélum à Paris, ça a été une clé pour moi. Ce mec-là était super important, parce qu'il me trouvait des combats tout le temps. Moi, je peux chercher des combats moi-même, mais je n'aurai pas la même efficacité que lui, parce que lui, il fait que ça. Il est là toute la journée sur l'ordi, il a des contacts de malades. La veille, par exemple, il y a un mec qui saute, la veille, il arrive à trouver un combattant. Je ne sais pas où il va le chercher, mais il va te ramener un gars. Et il a ce don. Donc chacun son truc. Et en fait, il faut allier les forces, c'est tout. Donc il faut vraiment se concentrer sur un cheval à la fois. Moi, je pense qu'il ne faut pas miser sur... tu vois, et ça, c'est l'erreur. Et donc, oui, ce que je te dis, c'est assez complexe, tu vois. Ouais, chacun sa casquette. Chacun sa casquette. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Daniel, quand justement tu vois tes combattants rentrer dans une cage, sachant que voilà, parfois tu as des rapports d'affection avec eux, tu bien, etc. Mais est-ce que c'est un truc, genre, tu vois vraiment que l'aspect sportif, ou parfois tu te dis, putain, quand même, j'ai chaud pour mon gars Non, je vois que l'aspect sportif. Ouais. Je me détache complètement. T'as jamais peur pour eux physiquement, tu te dis jamais, Non. putain, ce qui peut se passer après et tout, genre Non. Non, tu peux pas, sinon tu vas pas. Sinon tu peux pas être concentré. Tu as vu comment ça tape le truc? C'est là, oh putain, merde. Une fois, Benoît combattait, par contre j'ai eu un peu de la peine pour sa mère qui était dans les tribunes. Je te jure, j'ai pensé à... Parce que bon, moi j'ai une mère aussi, ma mère, la seule fois qu'elle est venue me combattre, c'est quand je me suis pété le tibia, pour te dire, tu vois. Donc pas terrible, tu vois. Quand je l'ai vu, j'ai halluciné. C'est mon frère qui l'avait ramené, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu ramènes ma mère ici, quoi? C'est des trucs de barbares. Tu savais pas? Ah non, je l'ai vu, je suis sorti sur la civière, j'ai vu ma mère. J'ai halluciné, j'ai dit, mais ramène pas, mais t'es ouf ou quoi? Tu vois, tu peux pas faire des trucs comme ça. Et il avait ramené sa mère, d'ailleurs, elle ne retourne plus. Hein. C'était en Belgique, c'était le deuxième combat que faisait Benoît. Et je me rappelle, Benoît était sur le dos, il prenait des coups de coude. Et je savais que ses parents étaient là. Son père, ça va, il est... Bon, après, je vais être encore, tu sais, traité de misogyne, tu vois, mais c'est un... Bon, enfin bref, faut pas rentrer là, hein, voilà. En fait, non, mais sa maman était là et je voyais les coups de coude et tout, tu vois. Je pensais, je dis, putain, c'est vrai que c'est choquant. C'est quand même dur. Et c'est plus difficile pour une mère. C'est dur pour une maman de voir. Moi, en tant que père, mettre mon fils dans une cage, je peux pas. Je serais trop sensible. Je suis trop sensible par rapport à mes enfants. Ça me ferait chier. Et être coach? Non, pareil. Je suis pas dans ce délire, moi. Ah non, pas du tout. Tu peux pas transmettre ça, ce truc. Ah, mes enfants, c'est chaud. Je sais pas. Non, mais coach, tu es obligé de faire un peu de combat, tu vois ce que je veux dire, pour sentir le truc. Moi, j'ai pas fait de combat de MMA, mais j'ai fait des combats de boxe thaï. La boxe thaï, c'est très dur. C'est un sport d'impact. Je sais ce que ressent le mec quand il se met face à un gars, il vient, il te tape. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je sais ce que ressent le mec dans sa tête. Je sais par quelle phase il passe, tu vois. Moi, je te posais cette question de savoir, est-ce que tu penses, toi, personnellement, que par exemple, c'est très difficile de devenir un grand coach quand tu n'es pas passé par là, en fait, quand tu n'as pas pris de coups? Est-ce que tu as des mecs, tu vois, qui peuvent s'improviser coach simplement par une connaissance technique du sport? Oui. Bah, regardez Giroud. Je crois qu'il n'a même pas fait de foot, Giroud, je crois, non? Giroud, l'entraîneur d'Auxerre. C'est Giroud, c'est ça? Giroud, hein, voilà, pardon. Ouais, non, Giroud, c'est le footballeur. Aussi, ouais, Giroud. Je crois que Giroud, il était pas. Je crois, hein. C'était un super coach, hein, Giroud. Hein. C'était un peu un gourou, mais il était fort. Je pense que si, c'est possible. Non, ça, aucun problème. Coach. Des fois, les coachs, c'est pas des bons combattants. Hein. Et c'est pour ça que des fois, on voit des gars qui font ouais, je vais faire un stage avec ce combattant. Mais le gars, des fois, il a zéro pédagogie. C'est juste pour prendre des photos, c'est normal. C'est la hype du gars et tout. Mais coach, non, c'est autre chose. Coach, quand même, il faut. Je pense pour être un bon coach, il faut beaucoup d'expérience. Il faut faire beaucoup de terrain. Mais de terrain comme coach, pas forcément comme combattant. Ouais, non, comme coach. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois. Mais combattant, ça sert quand même. Parce que quand tu as combattu, déjà, tu as une certaine crédibilité par rapport à tes combattants. Tu vois. Et en plus, tu sais ce que ressent le gars. Moi, je sais dans quel état d'esprit ils sont. Par exemple, il y a eu un combat, je ne donnerai pas son nom, un gars de l'équipe qui a mis un gros KO. Qui avait mis un gros KO. Et c'était la première fois qu'il mettait un KO. Je savais par expérience que quand tu mets KO un gars et que tu n'as jamais mis KO, après tu te prends pour Dieu. C'est-à-dire que tu as dessoudé le gars, il est tombé. Après, tu crois que tu vas mettre tout le temps des KO. Tu vois, en fait, et ça, c'est le danger. Tu vois, c'est le danger parce que, en fait, après, tu te concentres que sur ça. Et tu oublies que le KO, comme une soumission, vient naturellement. C'est-à-dire que c'est sur un. Tu ne prévois pas le KO. Le KO, s'il arrive, il doit arriver. La soumission, ça doit arriver, elle doit arriver. Tu vois, et des fois, les gars, ils se prennent tellement après pour Dieu qu'ils s'entraînent moins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas m'entraîner aussi fort, hein, ma droite, elle est trop exceptionnelle. Là, Romain, c'est ce que j'essaie de lui passer, par exemple. Je dis, Romain, tu as mis 4 KO de suite, mais reste tranquille, l'ami. Parce qu'il faut te concentrer sur le combat en entier.
Parce que le combat, il peut durer 15 minutes, 25 minutes si c'est une ceinture. Donc il faut. Tu ne peux pas éteindre les mecs tout le temps. Tu vas voir qu'il y a des combats, ça va être plus dur. Et ça c'est que l'expérience qui parle. Par exemple, je vais donner un exemple. Moi, j'avais des combattants, j'ai fait des erreurs. On fait des erreurs. On fait tout le temps des erreurs, on essaie après de les régler. Mais un exemple, j'avais un poids lourd à l'UFC. Il s'appelait Dave Herman. Ce gars-là, j'ai même fait le Common Event à Rio contre Minotaur avec lui. Tu vois, c'est pour te dire, on est allé à Rio de Janeiro, Common Event, un truc de ouf. Ce gars-là, c'était un mec qui avait beaucoup de combats. Je crois qu'il avait 21 victoires pour 1 ou 2 défaites. Tu vois, il était à l'UFC. Et lui, je l'ai structuré parce qu'il était vraiment dégueulasse un peu debout, quoi, tu vois. Et sauf que le fait de l'avoir trop structuré techniquement, j'ai retiré un peu de son agressivité, tu vois. C'est-à-dire qu'il est devenu moins agressif. Il a perdu un petit peu dans son jeu de... Et j'ai vu ça que c'était pas mal ce qu'il faisait, mais ça va enlever un autre côté qui le faisait gagner. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai senti que j'avais fait une erreur. Que des fois, quand le mec n'est pas terrible, il faut le laisser comme il est. Et essayer de garder justement ce côté imprévisible qu'il a, parce que c'est grâce à ça qu'il arrive à mettre des KO, à faire des trucs imprévisibles, quoi. Donc le gars n'arrive pas à voir ce qui se passe et il termine les combats, quoi. Et est-ce que tu penses, Daniel, toi, parfois, tu vois, quand tu regardes là, tu me disais Mathieu, tu vois, il est sur 3 ou 4 KO d'affilée. Romain, ouais. Mathieu, c'est... 3 KO d'affilée, je crois. Mathieu, c'est 3, ouais. 3 KO d'affilée. Benoît, là, il est sur une série de victoires, pareil, il finit à chaque fois. Est-ce que tu as peur, toi, parfois, quand tu vois tes combattants, justement, trop gagner? Est-ce que tu te dis, putain, le mec, justement, il va y avoir un relâchement à un moment donné? Comment tu fais, justement, pour les maintenir dans cette vigilance, de se dire, genre, ouais... Ben, je leur parle, je leur dis, écoute, voilà, quoi. On essaie de parler au maximum, parce que c'est vrai, la vie, c'est pas tu montes tout le temps, hein. Tu sais très bien, c'est comme ça, hein. Tu montes, tu descends, et MMA, ça va très vite, hein. Tu es là, demain, tu es en bas. Tu vois, pareil en tant que coach. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et par contre, il ne faut pas non plus... il ne faut pas non plus avoir peur de perdre, il ne faut pas non plus mettre tout dans une défaite. Ah, c'est la fin, quoi. On voit souvent ça en MMA, le mec, allez, reste tranquille, l'ami. Le gars est jeune, il a encore du chemin, tu t'entraînes, tu retapes un mec, parce que ça va vite. Tu perds, t'es plus rien, tu gagnes, t'es le top, c'est comme ça. Donc il faut essayer de faire abstraction de ça, tu vois. Parce que souvent, les combattants, quand ils perdent, après, ils remettent tout en question. Souvent, l'entourage qui vient, qui prend la tête. Quand un mec, un combattant met KO un autre, ils sentent qu'il a la foudre entre les mains, ils disent presque Zeus, tu vois. Genre, Oui, mais c'est pas tous. Par exemple, je vois le cas de Benoît. Benoît, il a beaucoup d'armes. Benoît, il peut soumettre aussi. Il a soumis énormément. Donc Benoît, non, lui, il est encore dans un autre délire. Lui, il sait que voilà, il va pousser le combat au bout, quoi. Je veux dire, il va aller chercher la victoire quoi qu'il arrive, que ça soit au point. Il va mettre la pression. Ça, c'est son style. Mais il y en a d'autres qui sont pas prêts. Il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à mettre KO comme ça, parce que justement, après, ils ont l'impression que, voilà, quoi. Et j'en ai vu plein. Ça met des KO, ça veut faire de la boxe, tu vois, c'est du MMA, tu vois. C'est pas les mêmes, voilà, c'est différent, c'est des petits gants. Donc c'est vrai que le gars, si tu es un peu lourd, si tu le touches, il va tomber. Mais ouais, il faut faire attention par rapport à ça. Mais non, on essaie de les motiver, voilà. En fait, c'est difficile, hein, mais... Ça passe par un bon entraînement, une bonne stratégie, tu vois. Ça permet de mettre le mec en confiance, parce que tout passe par là, hein. Tu sais, les gars, ce qu'ils font dans la cage, c'est ce qu'ils ont fait à la salle, hein. Le mec, il ne va pas inventer une technique qu'il n'a pas fait. Je veux dire, c'est pareil, quand tu fais un coin. Moi, quand je fais le coin, je déteste faire le coin d'un mec que j'ai jamais entraîné. Parce que quand je vais lui parler, il ne sait pas de quoi je parle. Tu vois, je suis tout le temps avec les gars, on fait tout le temps la même chose. Quand il y a des techniques que je leur montre, si je lui dis dans la cage, il sait ce qu'il va faire. Elle est automatisée, mais il sait, tu vois. Le gars que je n'ai pas entraîné, je vais lui dire quoi? Déjà, je ne sais pas comment il fonctionne, je n'ai pas les bons mots, je ne le connais pas, tu vois. Je le connais pas personnellement. Parce qu'il faut sentir l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète, quand tu es tout le temps avec lui, tu sens l'athlète, tu sais comment il est mentalement, comment il réagit, tu vois, comment le réveiller. Regarde, je vais te prendre un exemple. Une fois, j'étais aux États-Unis, j'avais un combattant qui s'appelle Mehdi Bagdad, il combattait pour la ceinture du RFA. C'est une grosse orga. Beaucoup d'ailleurs, Pantoja a gagné cette ceinture, il est champion de l'UFC. Pour te dire, c'est une organisation américaine, c'est un tremplin pour l'UFC. Si tu gagnes la ceinture, généralement, tu vas à l'UFC. Il combat pour la ceinture du RFA. On est au 4e round, c'était un 5x5. Il était cramé. Tu vois la tête, le mec, il est au bout de sa vie parce qu'il ne s'entraîne pas beaucoup. Il est un peu feignant. Il est tombé sur un mec qui était un peu chiant, un lutteur, un mec de Las Vegas, de la team à, comment il s'appelle, à Randy Couture. Donc le mec gros lutteur et tout. Et je vois, il commence à descendre. Je vois sa tête, déjà, tu le vois, il est comme ça dans le coin. Et je lui ai mis des claques dans la gueule, hein. Je lui ai mis des claques dans la tête. Et je l'ai insulté. Les gens étaient choqués, tu vois. Je dis réveille-toi, bouge. Mais alors, violent, tu vois. Parce qu'il y a un moment, c'est ce que je te dis.
Là, tu vas pas faire du badminton, là, tu vois, c'est un sport de combat, le mec, il faut le secouer parce que c'est dur, tu comprends? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et il y en a beaucoup qui intellectualisent trop le combat. Il y a des fois, moi je me rappelle quand je boxais, mon prof, j'avais combattu, c'était où? À Sartrouville, Cité des Indes. Dernier round, il m'avait secoué, et franchement, je me rappelle, ça m'a reboosté. Je suis reparti, tu vois, j'étais reboosté. Et là, je le vois, le gars, il est comme ça. Je dis, il faut qu'on la gagne, cette putain de ceinture. On ne peut pas perdre cette ceinture. J'ai mis des gifs, j'ai gueulé comme un malade. Et ben, il s'est levé, motivé, il lui a mis un coup de coude, il a mis KO, tu vois. C'est un ressenti, tu vois. Et pourquoi? Parce que je connais l'athlète. Je sais comment il est et comment il faut le secouer. Des fois, il faut leur parler, il faut que ça soit dur, tu vois. En fait, tu n'es pas là pour faire du... Parce que moi, je vois des fois, il y en a, ils parlent, l'impression, mais mec, tu vas dans la cage, je ne suis pas là pour... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça va, non. Là, il faut y aller en mode guerre. Est-ce que toi, tu sens que tu as voulu devenir coach, peut-être par frustration, tu vois, de ne pas être allé au bout de ta carrière personnelle, ou c'est juste par passion pour le sport et tu t'es dit, quoi qu'il arrive, je ferai de ce sport ma vie? Ah, pas du tout, non, pas du tout. Rien à foutre. Alors, le truc de coach, zéro frustration. Parce qu'en fait, regarde, j'ai été combattant, donc je ne peux pas être frustré. Ok, je n'ai pas été champion, mais il n'y a pas que des champions dans la vie. Je suis arrivé, j'ai boxé à un bon niveau, j'ai combattu des champions, je me suis fait plaisir. J'ai vu qu'à un moment de ma vie, il fallait que je fasse quelque chose. Donc je me suis formé pour travailler dans les écoles. Comme j'aimais le sport, je me suis dit, ben, je vais travailler dans un domaine que j'aime bien. J'ai passé un brevet d'État et j'ai commencé à travailler dans les écoles, en tant qu'éducateur sportif, dans les écoles primaires. C'est là que j'ai développé l'activité pied-point. De temps en temps, j'ai aidé mon coach, c'est venu naturellement. Il avait besoin de moi, un assistant, mon coach Mustapha Benatia, un grand coach, hein, qui m'avait beaucoup aidé. Et je l'aidais pour des combats. Et c'est venu comme ça, petit à petit. Après, quand j'ai eu l'opportunité, justement grâce aux écoles, le fait d'avoir développé l'activité pied-point, la Fédé, comme je passais un brevet fédéral à l'époque, ils étaient intéressés par le projet, ils ont voulu que je les aide pour le projet. Donc j'ai fait partie d'une commission éducative. Donc tu as vu, c'est comme ça la vie. En fait, la vie, c'est des enchaînements de choses. Et à la commission éducative, ils m'ont dit, Daniel, ça ne t'intéresse pas d'être entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai? Moi, je n'étais pas tout seul. J'ai dit, pourquoi pas? Il y a un championnat d'Europe à Lille, on a besoin. J'ai dit, vas-y, c'est bon pour l'expérience. Je suis rentré comme ça. Et après, je suis parti au Brésil. Tu sais, en fait, c'est... Ouais, c'est un enchaînement d'éléments. Ouais, c'est pas dans ma... Ah, je vais être coach. Ouais. Non, non, non. Alors, rien du tout. Hein. C'est venu comme ça, quoi. Et il n'y a pas une frustration. Moi, le truc de coach, c'est à l'instant T, quoi. Je veux gagner le combat, quoi. Je prends du plaisir sur le moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme un peu, tu sais, comme un peu un drogué. Tu vois, le drogué, il a pris sa dose, tu vois, et il est content. Moi, j'ai pris ma dose, l'autre, il lui a découpé la tête, l'autre, il est par terre, il est KO. Tu sais, après, ouais, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Et tu montes, et après, la vie, tu sais pas. Regarde, Benoît. Tu sais, le projet de Venom, la team Voirin, tu sais, c'est quoi à la base? Quoi, la team Voirin, la team que j'ai montée, c'est parce que je me faisais chier à Venom, à donner des cours commerciaux, parce que le gars, il n'a pas compris qui j'étais, en fait. Comme il ne comprend rien au sport, il n'a pas compris qui j'étais, que le fait qu'il prenne un mec comme moi, en fait, c'est pour monter des équipes. C'est pas pour entraîner la personne lambda. Ça me saoule, tu vois. Il y en a qui sont très bons pour ça, moi, je ne suis pas fait pour ça. C'est plus le côté compétition. Comme je me faisais chier, un an après, j'ai voulu monter la Team Elite. Et l'idée, c'est comme je n'avais pas beaucoup voyagé en Europe, parce que moi, j'étais plutôt de l'autre côté, tu vois, Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Donc, j'ai fait tout ce côté-là. J'ai dit, je vais voyager un peu en Europe, je vais me faire une petite équipe, je vais me taper un petit délire, on va partir en bus, tu sais, le délire, tu sais. À l'époque, aux États-Unis, avec les équipes de baseball, tu sais, des trucs américains, tu sais, ils partaient un peu, un délire comme ça. Je vais faire des petites villes et tout, on va faire des combats. Le projet, ça a commencé comme ça. Et j'ai développé la Team Elite. Mais jamais dans l'objectif d'être là où on est avec Benoît, tu vois. Mais tu vois, genre dans d'autres sports, tu regardes au foot par exemple, tu vois, les meilleurs coachs, c'est jamais les grands footballeurs. Tu vois, tu as des mecs qui étaient des énormes footballeurs, à part Zidane peut-être, mais tu as des énormes footballeurs qui ont essayé d'être coach. Souvent, les mecs sont des merdes parce que justement, là où tu as raison, c'est que tu développes une forme d'égoïsme dans le fait d'avoir été excellent dans ton sport. Exactement. Alors que en ayant eu une carrière sans avoir gagné des ceintures à l'UFC, etc., tu peux te dire, genre, peut-être que ce que j'ai pas vécu, bah, j'aime bien le vivre à travers d'autres mecs. Et en plus, en étant le coach du gars. Tu vois. Est-ce que toi, parfois, tu penses à ça? Pas du tout. Pas du Ah, tout. mais alors non, pas du tout. Okay. Non, non, pas du tout. En fait, c'est une performance personnelle. Okay. Tu vois, je kiffe. Écoute, t'imagines le luxe. Je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. Je refuse de me plaindre. Écoute, ma femme, elle est brésilienne. J'ai vu comment c'est les situations au Brésil, même aux États-Unis. J'ai vu comment vit le peuple américain. Je te parle du peuple. Hein. Je te parle pas de l'élite qui se font de la maille. Je te parle des gens au quotidien qui galèrent, qui ont 2-3 boulots. Au Brésil, pareil. Famille de ma femme, c'est très dur. Tu vois. Comment je peux me plaindre? Je vis de ma passion. Je fais le tour du monde. Ok, ma vie, elle est comme ça. Mais franchement, je suis un homme libre. Tu vois, je veux dire non, je peux pas. C'est le kiff.
Je veux dire, je vois des gens qui travaillent. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment. C'est des boulots horribles. C'est bien parce que c'est intéressant, parce que c'est bien d'être manuel, tu vois. Mais je veux dire, tu vois ce que tu gagnes par rapport à ce que tu fais, non. Tu travailles toute la journée, j'ai fait des boulots, laisse tomber. C'est pas intéressant, tu es dans le sport, tu es avec des jeunes. En plus, le fait d'être avec des jeunes, c'est bien, ça te laisse plus jeune, ça te permet aussi de t'entraîner toi, parce qu'il faut que tu sois entraîné aussi physiquement. Donc tu bouges, tu vois. C'est un bon délire. J'en fais profiter ma famille, mes enfants ont fait le tour du monde, tu vois. Ma femme, elle a voyagé partout. Non, je ne peux pas me plaindre, tu vois. C'est royal. Ah non, moi, honnêtement, moi, je suis réalisé. C'est pour ça que quand je suis arrivé des États-Unis, j'ai dit j'arrête le MMA, j'en ai rien à foutre. Déjà, j'étais déçu parce que j'entraînais l'élite et je ne suis pas devenu plus riche. Hein. C'est-à-dire ce que je dis, moi, ce que je refuse, c'est que le mec fasse de la thune sur moi, parce que je l'ai souffert de ça. C'est-à-dire que les gars, ils font des millions, leur condition, elle augmente, et toi, ta condition de vie, elle reste la même. Parce qu'il y a un moment, ok, il y a la passion. Mais à un moment, quand tu vois les mecs qui deviennent millionnaires, bon, ok, c'est eux qui vont dans la cage. Tu ne demandes pas à être millionnaire, mais tu demandes quand même, tu vois, à pouvoir t'acheter un appart. Et tu vois que les gars, en fait, ils font de la maille, et toi, tu restes dans ta condition et tu es traité un peu comme une... Moi, j'ai vu comment les coachs brésiliens étaient traités au Brésil, tu vois. Même aux États-Unis, ils sont maltraités parce qu'en fait, tu vois, quand j'étais au Brésil, moi, j'étais français, j'étais européen, j'ai une autre mentalité. Pareil aux États-Unis. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas que le mec, il me traite comme un esclave, tu vois. Il y a des mecs, des fois, ils parlaient mal, hein. Et moi, je les envoyais chier. Je disais, casse-toi, en fait, tu vois. Je dis, attends, vas-y, je ne vais pas me laisser... Mais les gars, ils étaient obligés d'accepter. Ils étaient dans une situation tellement précaire que le mec, il accepte tout. Tu sais, quand j'entraînais des tops, des fois, j'arrivais pas à les entraîner comme je voulais. Mais j'avais besoin de thunes, donc tu fermes ta gueule, tu vois. Parce que n'oublie pas une chose, tu es entraîneur. Quand tu commences à entraîner un gars, au début, tu es là. Le mec, il est pas grand-chose. Il monte, il commence à faire des millions. Tu te retrouves, en fait, lui, ça devient ton employeur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, tout s'inverse. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas lui parler comme tu as l'habitude de parler? C'est très compliqué, tu vois. Moi, un mec comme Benoît, je me permets parce que je suis plus vieux que lui et je ne supporterai pas que je sois maltraité, donc je préfère arrêter, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, ça, c'est compliqué, c'est de trouver cet équilibre. Et quand tu as un Anderson Silva en face de toi, tu sais qu'il te fait des gros chèques, tu vois. C'est chaud quand même de lui dire les vérités, tu vois, parce que du jour au lendemain, il peut te virer. Tu vois, donc, c'est assez complexe. Je te dis honnêtement, franchement, c'est une vie de ouf, mais moi, je ne regrette pas. Franchement, attends, je ne peux pas. Et c'est ce que je te dis, quand je suis arrivé, pour en revenir, quand je suis arrivé des États-Unis, j'ai voulu arrêter. J'ai dit, j'arrête, ça me saoule, tu vois, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Et en fait, le MMA, il vient derrière toi, en fait. C'est un truc incroyable. C'est que je me suis retrouvé en Ukraine, tu vois. J'avais besoin de thunes. Ouais, le mec, en fait, t'es persécuté. T'as toujours un mec qui va t'envoyer un message. Tu dis, bon, j'ai besoin un peu de thunes, allez, c'est parti, et ça repart. Bien sûr. Tu vois. Et non, et pour finir l'interview, Daniel, le dernier truc, peut-être qu'on peut parler très rapidement du combat de Benoît. Comment tu vois la chose? Évidemment, c'est un événement énorme. Toi, tu le prends comment? Très sereinement, j'imagine. Comment tu vois la chose? Non, moi, moi ça m'excite. Tu vas en terrain hostile face numéro 3. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux? Franchement, déjà, l'opportunité, elle est incroyable. Tu y vas et voilà, tu fais ton fight. Je vais Poirier. Et je m'en fous de sa vie, moi, Poirier, tu vois. Et il est millionnaire, lui. Et on s'en fout, lui, en fait, tu vois. Je le respecte en tant que combattant. Hein. C'est un très grand... Ça va être très dur, attention. Hein. Les gars, ils sont en train de parler, ça va être une guerre, parce qu'il est solide, le mec. Hein. Il a tapé je ne sais pas combien de gars, mais c'est ça qui est excitant, tu vois. C'est l'enjeu, tu vois. Tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est magnifique. Comme un event, franchement, c'est déjà une réussite en soi. Là où il est Benoît, déjà, c'est magnifique. Et on y va pour essayer de le taper, c'est sûr. Hein. Et quand tu vois un mec justement comme Benoît, tu vois, il a une personnalité assez discrète en réalité. C'est pas un mec, tu vois, qui s'étend, c'est pas un mec qui kiffe particulièrement la fame, le fait d'être célèbre, etc. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a un risque, même avec ce type de profil, que quand tu commences à taper, tu touches les sommets, tu prends beaucoup d'argent, tu deviens une vraie star, parce que là, en soi, le 10, admettons qu'il batte Poirier, est-ce que tu n'as pas peur, toi, justement, que ton combattant t'échappe? Je te parle pas d'un point de vue de coaching, mais de te dire, putain, il va avoir la tête qui va un peu trop gonfler, quoi. Ah bah oui, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est le gros problème, j'ai toujours dit. C'est-à-dire que la ultra-médiatisation fait changer beaucoup de gens. Et ça, c'est le problème, parce que tu as beau leur parler. Moi, j'ai eu des problèmes. Le combattant que je t'ai dit, la Mehdi, que j'avais monté de zéro, que j'ai pris. Hein. J'ai pris à 17 ans, il a fait l'Ultimate Fighter, il était dans l'équipe à Connor et tout. Et lui, à partir du moment qu'il est entré à l'UFC, sa tête, elle a gonflé, il s'est perdu, alors que pourtant, je lui parlais depuis des années, tu vois. Ça, tu peux pas savoir. Et d'ailleurs, ça s'est mal fini, d'ailleurs. Tu vois, ça a été assez...
Ben, parce qu'en fait, le mec, quand il monte trop, il commence à mal te parler, tu vois. Et on a tous aussi un ego, et puis, tu vois, donc après, ça part en sucette. J'espère pour lui que non, parce que c'est vrai que la pression, elle est forte. Et si tu veux, les mecs, tu sais, regarde, trop d'éloges te fragilisent, n'oublie jamais ça. Trop d'éloges, trop de, tu vois. Et le problème, tous les gens autour, c'est que du brossage, tu vois. J'irai pas même vulgairement, mais c'est du brossage, tu sais bien, là, t'es beau, t'es le plus beau. Et ça te fragilise. Et ça, j'ai déjà prévenu Benoît par rapport à ça. Fais attention, tu vois. Fais attention parce que l'équilibre est précaire. Tu es là, demain tu es là. Tu as vu l'UFC, par exemple, il tape Poirier, je ne sais pas. Hop, demain, il lui propose la ceinture. Tout va très vite. Mais ça va vite dans les deux sens. Donc ça, il n'y a que le combattant. Je pense qu'il a la tête sur les épaules. Mais même en ayant la tête sur les épaules, des fois, ça peut le perturber parce que l'entourage peut prendre le melon à sa place. Tu comprends ce que je veux dire? Eh oui, parce que la lumière, elle est tellement forte. N'oublie pas, la lumière, ça attire les moustiques, mais pas que les moustiques. Hein. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a trop de lumière, ça attire beaucoup de monde et beaucoup de choses. Tu vois, ben c'est pareil. Tu es là, la lumière, il y a beaucoup de gens et de mauvaises personnes qui viennent se greffer, qui viennent influencer le combattant, l'entourage, et qui peut perturber dans l'entraînement. Donc il faut être... Après, voilà, quoi. Moi, j'essaye de parler, mais... Et tu penses que personne n'est à l'abri? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Même moi, à un moment, je sais que même ma femme l'avait dit, hein, même moi dans ma vie, à un moment, j'ai été très sollicité aux États-Unis, parce que les gens ne se rendent pas compte des gens que j'ai entraînés. Quoi. Donc, et à un moment, c'est pas ça. J'ai senti aussi que. J'ai toujours eu de l'humilité, hein, je parle à tout le monde. Mais tu sais, à un moment, tu te crois un peu, tu vois. Et je suis vite revenu à ma place parce que. De toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que la vie, elle va te remettre à ta place. Donc ça, c'est bien. Et la cage, c'est pareil. Il faut faire attention parce que il faut avoir de l'humilité parce que rapidement, le combat, il va te remettre à ta place. Parce que, comme je te dis, c'est la victoire. Le reste, c'est que, voilà, c'est que du zef. Il faut gagner dans la cage. Tu vois. Et c'est pareil, hein, un entraîneur, il faut performer. C'est la même chose, il y a cette pression. Donc la vie, elle te remet à ta place. Il faut relativiser. On est juste de passage sur Terre. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on est juste de passage sur Terre. Dans 50 ans, là, il n'y a plus personne qui nous calcule. Hein. Tu comprends? Donc kiffe ton moment. Arrête de te prendre pour je ne sais pas qui. Tu n'es rien du tout ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut. Tu vois, et ça, c'est pas évident. Et tu penses que, genre, sans se branler philosophiquement, la cage, c'est un peu le reflet de ton comportement dans la vie? C'est-à-dire que si tu te branles sur toi-même dans la vie, bah, la cage te le rend aussi, quoi. Bah, exactement. Regarde, on prend l'exemple de McGregor. Franchement, c'est un succès, ce mec-là. Il a fait beaucoup d'argent et tout. Mais c'est tellement bourgeoisé maintenant qu'il ne reviendra plus à son niveau. C'est fini. La phase est passée. Mais c'est pas grave en soi. Il est millionnaire, mais tu sens qu'il s'est perdu. Tu sens qu'il se perd, ce mec. Il a l'argent, il a le succès. Mais attention, hein, des fois, c'est pas un cadeau du ciel, ça. Hein. Des fois, c'est plus le contraire. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu vois. Parce que l'argent, c'est pas tout non plus. On n'a pas beaucoup, faut pas oublier, on n'a pas besoin autant d'argent pour vivre. Tu vois, et à un moment, quand tu cumules trop de succès et trop d'argent, ça ramène de mauvaises personnes et ça peut te noyer, tu vois. Ça peut même te perturber au sein de ta famille. Donc, il faut faire très attention. Je te dis, l'équilibre est précaire. Et il faut se protéger quand même, tu vois, de ça. Parce que là, je t'ai dit, la médiatisation à outrance, elle n'est pas bonne. Je reprendrai une phrase de Bruce Lee. Bruce Lee qui disait ça, et c'était intéressant. Bruce Lee, c'était une superstar à l'époque. T'imagines maintenant, tu vois, à l'époque déjà, et lui disait qu'il était dans un zoo. Et c'était lui l'animal du zoo. Et ça, il le dit. Il sortait, tout le monde le regardait, les photos, tu vois ce que je veux dire? T'es emprisonné dans le truc, c'est horrible. T'imagines, toi, le succès à outrance. Et toi, t'as peur, Daniel, personnellement, de devenir l'animal, justement, si tu... Non, en tant que coach, non, je pense pas. C'est impossible. Non, je suis un coach, il faut relativiser, tu vois. Ah non, surtout pas, tu vois. Mais bon, de toute façon, si ça arrivait, je veux dire, tu t'exportes, tu vois, c'est pas Michael Jackson. Non, un coach, ça va, tu vois. Mais t'imagines Michael Jackson, la vie, c'est horrible. Oui. Moi, ils me font de la peine, ces gens-là. Ils sont pas bien, tu peux pas être bien, entouré de garde du corps du matin au soir. C'est impossible, tu vois. Donc, c'est ce que je te dis, il faut, voilà, quoi. Tout dans la vie est un équilibre, hein. L'eau, c'est bon pour le corps de boire de l'eau. Hein. Si tu bois des 50 litres par jour, tu vas tomber malade. Tu comprends? C'est pareil, hein, tout un équilibre, tu vois. Est-ce qu'il y a une expression pour toi qui pourrait définir ce que c'est qu'un vrai combattant dans ce sport, mais même dans la vie en général? Ben, en portugais, il y a un mot qui est souvent, ma femme m'en parlait, et même les Brésiliens le disent, c'est o guerreiro. C'est-à-dire que c'est le guerrier, quoi. C'est-à-dire que le guerrier, pas seulement au sens du combat, mais dans la vie. C'est-à-dire que le gars qui lâche pas, qui va tout faire, qui va mettre tout en œuvre pour réussir, mais surtout pour mettre bien les siens. C'est-à-dire qu'il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Mais dans n'importe quel domaine. Je ne parle pas seulement du combat. Et en brésilien, on appelle ça o guerreiro.
Et toi, tu te sens être un guerriero? Oui, un guerrier de la vie, hein. Bah oui, parce que moi, j'ai jamais lâché, hein. Je vais jusqu'au bout, hein. Parce que j'ai vécu des situations assez difficiles. Mais ce que je dis, on se relève, c'est tout. Ça fait partie de la vie et ça vous renforce, au contraire. Ouais. Toi, Daniel, tu amènes des combattants se battre aux États-Unis. Là, tu étais en Bulgarie pour le camp de Benoît. Qu'est-ce que ça te fait là d'être dans un vrai terroir français, d'être en Bourgogne? Là derrière nous, on a les vignes de Gevrey-Chambertin. Qu'est-ce que ça te fait toi d'être en France aussi? Est-ce que ça te fait kiffer par exemple le fait d'être chez toi quoi, dans ton pays? Ah, bien sûr, moi j'aime la France, hein. Je suis français à la base. C'est un pays magnifique. Et en plus, la Bourgogne, ça me rappelle mon père. Parce que mon père, il est de Bourgogne à la base. Donc mon grand-père, il habitait là-bas, il avait une maison. Donc, puis bon, les vins, hein. Ouais, on aime bien, hein, le vin, hein. Ah, c'est bon, hein, vin de Bourgogne. D'ailleurs, s'il y a des sponsors, envoyez-moi des caisses à la baraque, hein. N'hésitez pas. On mettra les adresses et du bon vin, hein. Merci Daniel. Ça va, t'as pas un mec dans le contre-champ qui est en train de niquer une meuf en le là? T'es là? Ah, j'en vois, Tu vois? ouais. Le mec, il a des boîtes dans le.